en marche après leur mise en accusation par l'Assemblée nationale. Les anciens ministres Mansour Faye et Ndeye Saly Diop Dieng convoqués à la division des investigations criminelles, enquête sur des soupçons de détournement de fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. Mansour Faye est déjà passé, Ndeye Saly Diop Dieng attendu. Il y a aussi cette affaire en cours, la bataille judiciaire qui se poursuit au tribunal des flagrants délits de Dakar. La défense a plaidé la liberté pour Azoura Fall et El Hadj Ousseynou Kairé. Le juge a accordé la liberté à Azoura Fall pour raison de santé, mais maintient Kairé en détention. Prochain rendez-vous judiciaire le 21 mai. Éducation sous tension. L'inspection d'académie de Ziguinchor suspend les activités du gouvernement scolaire en cause des vidéos obscènes diffusées lors des journées culturelles. Le syndicat des enseignants appelle à se concentrer sur la validation des programmes. Mystère à la Médina. Un étranger arrêté avec un chat mort soigneusement dissimulé dans un sachet plastique. Les habitants inquiets soupçonnent que cette viande était destinée à la vente de street food très prisé dans le quartier. Enfin, ces changements en vue, l'Assemblée nationale avance sur les réformes. Les commissions ad hoc remettent leurs conclusions au président El Malick Ndiaye. Objectif, moderniser les procédures, renforcer la transparence et améliorer l'évaluation des politiques publiques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, après leur mise en accusation par l'Assemblée nationale le 8 mai dernier, plusieurs anciens ministres de l'ex-gouvernement de Macky Sall sont convoqués à la division des investigations criminelles. Ils doivent y recevoir leur mandat de comparution devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Premier à y répondre, l'ex-ministre Mansour Faye s'est présenté ce 15 mai. Tandis que Ndeye Saly Diop Dieng est attendu prochainement. Ces convocations interviennent dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 en 2020. Sur un tout autre registre judiciaire, l'affaire Azoura Fall continue de susciter l'attention lors de l'audience d'aujourd'hui au tribunal des flagrants délits de Dakar. La défense a plaidé la mise en liberté des accusés si le juge a accordé la liberté provisoire à Azoura Fall en raison de son état de santé. Il a en revanche rejeté la demande pour El Hadj Ousseynou Kairé. Le procès initialement prévu ce jour est ainsi renvoyé au 21 mai 2025. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Hassan Gueye, plus connu sous le nom de Azoura Fall. Une décision du juge justifiée par l'état de santé du prévenu. Maître Bamba Sissé, membre du pôle d'avocats, parle d'un renvoi tiré du motif d'une convenance personnelle. Les juges ne sont pas encore suffisamment préparés pour juger l'affaire parce qu'ils ont reçu le dossier très tardivement hier. Le tribunal s'étant retiré pendant un temps plus ou moins long, malgré l'opposition du parquet, parce que le parquet s'est opposé à la demande de mise en liberté provisoire. Le tribunal a passé outre et a ordonné la liberté provisoire de M. Azoura Fall, qui avait un dossier médical très parlant, qui avait des produits depuis l'enquête préliminaire. En revanche, El Hadj Ousseynou Kairé restera en prison. Sa demande de mise en liberté provisoire a été tout bonnement rejetée. Azoura Fall a été mise en liberté provisoire et Kairé maintenu. Le tocsin a été sonné. Azoura Fall qui est parti, qui est membre du parti au pouvoir, ainsi que Kairé ont été emprisonnés et Kairé le sera encore au moins pour une semaine. La défense a par ailleurs dénoncé une volonté de vouloir politiser le dossier. Selon Maître Bamba Sissé, des militants d'un parti politique ont voulu se constituer partie civile. Ils n'ont pas été victimes d'injures. C'est Macky Sall qui a été destinataire des injures dont on parle. Et M. Mambay Niang. Nous allons démontrer que cette constitution de parti civil est irrecevable. Et mieux, elle est même ridicule parce que ça va polluer le procès. Nous ne tomberons pas dans le piège de la politisation, nous resterons sur le terrain du droit. Parce que ce qui a permis aujourd'hui à Azoura Fall de sortir, c'est le droit, ce n'est pas la politique. Poursuivis pour propos contraires aux bonnes mœurs, les deux accusés seront fixés sur leur sort le 22 mai prochain.
Sur le terrain éducatif, après les récents incidents survenus lors des journées culturelles de Ziguinchor, l'inspection d'académie a pris une décision ferme. Toutes les activités du gouvernement scolaire sont suspendues suite à la diffusion de vidéos obscènes qui ont suscité l'indignation. Amidou Diédiou, secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal, réagit à cette mesure. Selon lui, l'administration devrait plutôt se concentrer sur la validation des programmes. Reportage Moussa Mané. Après Louga, c'est au tour de la région de Ziguinchor. L'inspection d'académie a pris la décision de suspendre les activités du gouvernement scolaire suite à la publication de vidéos obscènes lors d'une soirée culturelle. Selon le secrétaire général national du syndicat national des enseignants libres du Sénégal, il faut que toute la communauté éducative sente que l'école est un lieu sacré. Je pense que première chose, il faut que désormais l'administration de l'école, que ce soit un collège, un lycée ou même une école élémentaire, que l'administration de l'école travaille à regarder ensemble le programme. Journée d'activité, journée culturelle, excellente chose, ce sont des moments de récréation, mais qu'est-ce qui se fait durant ces moments? Il faut que le programme soit partagé, validé. À l'occasion de ces journées culturelles, l'enseignant encadreur joue un rôle prépondérant dans la bonne organisation de ces activités. C'est ça qui pose problème. En fait, le rôle de l'enseignant encadreur doit non pas se limiter seulement à dire ok, l'activité est validée et que de ce point de vue, les enfants peuvent dérouler. Non, c'est validé, mais comment cela est déroulé? Parce que ce qui se passe durant ces activités doit être corrélé à ce à quoi nous croyons. Cette affaire intervient dans un contexte où les autorités éducatives s'investissent dans la refondation de l'école sénégalaise à travers l'initiative de transformation de l'éducation. Pour moi, ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est travailler justement à sensibiliser les enfants. Qu'il y a de ces actions qui ne peuvent pas être tolérées dans une école. Parce que le sens de l'école, le rôle de l'école, ce n'est pas autre chose que de vulgariser les bonnes pratiques. En attendant, pour mettre fin à ces manquements, le ministère de l'Éducation nationale a pris certaines directives, dont revoir le contenu de chaque activité avant sa validation. La validation des plans d'action des gouvernements scolaires et de toute autre activité doit se faire à la chaîne de responsabilité administrative. Le ministre de l'Éducation nationale hausse également le ton face aux dérives observées dans les activités des gouvernements scolaires. Ce rappel à l'ordre intervient alors que les élèves du lycée Blaise Diagne préparaient leur projet scolaire. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal propose, lui, des pistes de réflexion pour renforcer l'impact de cette circulaire ministérielle. Le gouvernement scolaire du lycée Blaise Diagne était en plein préparatif pour leurs activités scolaires, avant que la nouvelle ne vienne freiner les ardeurs de quelques-uns. Déjà, nous avons déjà suivi le programme tracé. Non, le tollé suscité par les activités scolaires du collège Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a vraisemblablement motivé la circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. L'école nous apprend à la fois le savoir-faire et le savoir-être, raison pour laquelle nous sommes tenus de respecter leurs décisions. C'est tout à fait normal que nous dépendions de l'école. Sir Adamassi, surveillant général de son état au sein Blaise Diagne, applaudit. Il prêche par ailleurs qu'il y ait un encadrement digne de ce nom, et ce, même dans les gouvernements scolaires. Les actes, il faut les varier, mais il faut qu'ils soient encadrés. Voilà. Parce que dans ce gouvernement, ce n'est pas seulement ces élèves-là qui constituent le gouvernement. Il y a les parents, il y a les enseignants. Donc c'est un tout, quoi. La communauté éducative doit s'y mettre, et vraiment les assister, les encadrer. Ça ne demande qu'un encadrement. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Abdoulaye Fane, joint au téléphone, va plus loin. Pour le respect strict des mesures, il préconise. Il va falloir que le ministère organise quand même des sessions d'information et à la fin de ces sessions d'information, inviter toutes les parties prenantes à respecter ces programmes qu'ils ont fait, de même qu'ils avaient fait au niveau de l'élaboration des règlements intérieurs, mais s'émouvoir et après envoyer une circulaire
véritablement c'est une bonne chose, mais encore faudrait-il que quand même quelque chose de concret. Cette circulaire va-t-elle sonner le glas des dérives recensées lors des activités scolaires? Le wait-and-see s'interpose. La frayeur du jour, un ressortissant étranger présumé a été arrêté à la Médina en possession d'un chat mort soigneusement dissimulé dans un sachet en plastique. L'interpellation est survenue après que les forces de l'ordre ont été alertées par l'attitude étrange du suspect à la rue 5 de la Médina. Les habitants se sont exprimés sur l'affaire, appelant les autorités à renforcer le contrôle. Arrestation d'un vendeur de Dibi Aoussa pour trafic et tentative de vente de viande de chat à la Médina. La vidéo est devenue virale sur les réseaux. Une situation qui pousse certaines personnes à s'interroger sur la qualité des aliments consommés dans les rues de la capitale. Un gars qui vend de la viande de chat, on doit le condamner à vie. Parce que c'est pas normal. Parce que les gens sont pauvres aussi. Ils n'ont pas toujours la bourse pour s'acheter de la bonne nourriture. Donc ils mangent dans la rue, dans les gargotes. Selon eux, il y a trop de laisser-aller dans ce pays, n'importe qui, pour faire le commerce. Les gars qui vendent, les ambulants qui vendent la viande dans les rues là, comme ça, illégalement, c'est pas normal. Pousse-pousse, ils n'ont pas de certificat médical, ils n'ont rien. Ils ne font que vendre leur marchandise. Peut-être qu'il y a dans d'autres pays, le chat se mange, mais au Sénégal, ça ne se mange pas. Peut-être que dans un autre pays, ce ne serait pas un délit. Au Sénégal, c'est un délit. Ici, à la Médina, c'est la stupéfaction. Pour ceux-là qui ont vu la vidéo, selon eux, si l'on continue de constater ce genre de pratiques au Sénégal, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle de la part des autorités. On doit faire des contrôles au niveau des quartiers, marchés et tout. Je pense que pour aider les gens, il faut beaucoup plus encadrer le secteur. C'est l'informel en fait. Il faut l'encadrer, essayer de faire des vérifications tout le temps. Cependant, ils appellent à ce que ce dernier soit sévèrement puni par la justice. Actualité politique, l'Assemblée nationale poursuit sa dynamique de réforme. Les commissions ad hoc viennent de remettre leurs conclusions au président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Parmi les recommandations, on note des avancées sur le règlement financier et administratif, l'évaluation des politiques publiques et la numérisation des procédures parlementaires. Le site vous. Ce lancement du nouveau site de l'Assemblée nationale n'est qu'une des multiples réformes déjà en cours. Les réformes que nous avons présentées aujourd'hui ne sont pas imposées d'en haut. Elles ont été construites collectivement à travers des comités ad hoc pluriels, rassemblant toutes les sensibilités politiques. Après les travaux des différentes commissions ad hoc, les conclusions sont ainsi remises au président de l'Assemblée nationale. D'abord, sur le règlement financier et administratif. Aujourd'hui, grâce aux propositions du comité, l'Assemblée nationale disposera enfin d'outils clairs, normés et applicables pour assumer pleinement cette mission. Puis sur l'évaluation des politiques publiques. Le règlement financier en vigueur date de 1963. Il évoque des institutions disparues et des procédures dépassées. S'agissant du règlement administratif, sa dernière révision date de 1985. Il est silencieux sur nombre d'évolutions importantes survenues depuis. Et enfin, sur le sursaut numérique. Il vise à doter notre administration d'outils modernes, à fluidifier le travail parlementaire et à renforcer la transparence. Des réformes pour enclencher une nouvelle ère à l'Assemblée nationale, auxquelles adhèrent pleinement députés et personnel administratif. Je me réjouis de ce que ce matin, 6 mois après, nous sommes en train de voir les premiers résultats de cet engagement solennel que vous aviez alors pris devant vos collègues. Cependant, au milieu de ces réformes, subsistent toujours des manquements. C'est la prise en charge et le renforcement ou la valorisation de notre patrimoine immobilier et foncier. Il y a un autre maillon manquant, c'est la prise en charge des anciens parlementaires. Malgré ces manquements, les projets de réforme permettront, selon le président de l'Assemblée, à aller vers une vraie rupture.
Dans un autre registre, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s'engage à fournir des véhicules de fonction aux députés dès les prochaines vacances parlementaires. Selon lui, cette mesure ne nécessitera pas de rallongement budgétaire, mais sera financée par une utilisation optimale des ressources déjà allouées. Demandez-vous ben rallonge budgétaire pour les 165 véhicules yi nga xamné. On ne demande aucune rallonge budgétaire pour acheter des véhicules. Nous avions déjà suivi toutes les procédures et normalement, avant les vacances parlementaires, les députés recevront leurs véhicules. Il faut préciser que les députés recevaient des véhicules de fonction, mais ça a été un choix sous la 14e législature de préférer des indemnités à la place des véhicules. Chaque député percevait ainsi 900 000 et la somme globale durant tout le mandat était estimée à 54 millions. Mais avec cette somme, on peut avoir un véhicule qui sera le patrimoine de l'État. Par ailleurs, une autre innovation se profile à l'Assemblée nationale avec la proposition de création d'une chaîne de télévision parlementaire. Ce projet soumis à l'examen des députés vise à renforcer la transparence des travaux parlementaires selon Khoudia Diop, directrice de la communication à l'Assemblée nationale. Cette chaîne de télévision aura pour mission de renforcer la transparence parlementaire à travers la diffusion en direct et en différé des séances plénières, des travaux en commission, mais également des travaux sur le terrain des députés, les descentes sur le terrain que les députés effectuent régulièrement, la couverture médiatique des débats sur les projets et propositions de loi, la retransmission des auditions et autres activités des députés. Cette chaîne de télévision également aura pour mission d'assurer le pluralisme et l'équilibre politique de l'information. Il s'agira d'offrir une tribune équitable à toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée nationale dans le respect des principes édictés par le CNRA. Migration irrégulière, la Fondation Justice environnementale tire la sonnette d'alarme. Un récent rapport établit un lien direct entre la baisse de la pêche artisanale et l'augmentation des départs irréguliers du Sénégal. La surpêche et les pratiques illégales des flottes industrielles européennes et chinoises sont pointées du doigt. Les chiffres auraient doublé entre 2022 et 2024, une évolution préoccupante. La raréfaction des produits halieutiques au Sénégal est l'une des causes majeures de la migration irrégulière vers l'Espagne. D'après le rapport de la Fondation pour la justice environnementale, les pêcheurs artisanaux sont confrontés à des menaces croissantes en raison de la surpêche et de la pêche illégale pratiquée par les flottes industrielles européennes et chinoises, révèle le document. Ces flottes qui opèrent souvent dans le cadre d'accords de co-entreprise opaques épuisent les populations de poissons et aggravent l'insécurité alimentaire. Le déclin des populations de poissons qui en résulte entraîne une augmentation des migrations forcées vers l'Europe par la route migratoire la plus meurtrière de la planète qui a fait plus de 3000 morts rien qu'en 2023, signale l'EJF. Le groupe basé à Londres et spécialisé dans les questions d'environnement et de droits de l'homme rajoute que cette situation a gravement affecté les moyens de subsistance des communautés côtières et contribué à l'augmentation de la pauvreté. En 2024, le nombre de migrants entrant en Espagne de manière irrégulière a atteint 63 970, soit plus du double du chiffre de 2022. Une grande partie d'entre eux ont atteint les îles Canaries, le nombre de migrants ayant augmenté de 200% entre 2022 et 2024, indique le document. L'EJF recommande au gouvernement sénégalais, à l'Union européenne et aux entités de pêche industrielle opérant dans les eaux sénégalaises de mettre fin à la crise de la pêche au Sénégal. Dans le document, l'organisation a insisté sur la nécessité de soutenir les communautés qui dépendent de ce secteur, un secteur qui emploie au Sénégal environ 3% de la main-d'œuvre et constitue une source essentielle de protéines, contribuant à 7,9% de l'apport total de la population, d'après l'étude de la Fondation pour la justice environnementale.
Et la contestation qui s'intensifie à Kédougou, les habitants du département de Salémata ont manifesté pacifiquement pour dénoncer les arrestations répétées de jeunes et de femmes par les agents forestiers. Les protestataires exigent l'intervention de l'État pour mettre fin à ces pratiques qu'ils jugent abusives. L'impossible d'accès à la terre pour leurs activités agricoles. L'absence de zones de pâturage, des difficultés d'exploiter le bois pour la transformation et la commercialisation, des difficultés à obtenir des autorisations d'exploitation et de défrichement. Il nous a été amené de constater sans aucune explication valable des persécutions, des harcèlements, des menaces, des tueries de vaches, des jeunes qui sont partis chercher de la paille ont été ligotés, des toitures de maisons ont été décrochées sans aucune explication. Les populations n'ont que leur silence et leur désespoir pour constater ces injustices infondées et à la limite exagérées. À Babak, dans la commune de Noto-Diobass, les habitants se mobilisent autour d'un projet novateur. Le maire Alioune Sarr a présenté le plan d'aménagement et de développement Smart City qui vise à transformer la localité en un pôle urbain moderne. Le premier pôle consiste à restructurer, mais également à régulariser les hameaux et les champs, mais aussi à repréciser certains sites qui jadis étaient utilisés pour des activités ou des projets communautaires qui sont aujourd'hui désuets et qui doivent être reconsidérés et requalifiés au bénéfice des populations. Le deuxième pôle consistait justement au lotissement. Vous savez que Babak est un gros village de plus de 5000 âmes qui a besoin d'un lotissement. C'est aujourd'hui une urgence absolue, les populations l'ont exprimé et ça entre parfaitement dans le cadre justement du plan d'aménagement de notre Smart City comme deuxième pôle. Et le troisième pôle, c'est le pôle agricole. Nous avons présenté le plan des zones artisanales micro-zones industrielles que nous allons installer dans les villages qui permettront justement aux populations de pouvoir exercer toutes les activités artisanales comme la menuiserie, comme la mécanique qui permettront justement de créer des revenus mais surtout d'augmenter le potentiel économique des populations. Hors de chez nous, retour sur la scène judiciaire française. Après 3 mois sous bracelet électronique, Nicolas Sarkozy bénéficie d'une libération conditionnelle depuis le 14 mai. Condamné en appel le 17 mai 2023, l'ancien président avait vu son pouvoir rejeté par la Cour de cassation en décembre 2024. Bien qu'il ait toujours réclamé son innocence, il avait accepté d'exécuter sa peine tout en restant en retrait de la vie publique. Dans un message sur le réseau X, il a réaffirmé être victime d'une injustice, mais se dit prêt à tourner la page. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.